Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur un Sorbonne 3 pour des révélations puissantes. Ce que nous allons entendre ici, vraiment, ça risque de beaucoup vous étonner. Nous allons entendre beaucoup de témoignages hors du commun. Soyez prêts. Il ne savait pas que son riche patron était un ritualiste. Ça, c'est quoi cette histoire? Écoutons le témoignage de cet homme. C'est l'histoire d'un gardien qui a failli d'être vendu par son patron. Qu'est-ce qui s'est passé? Son patron lui remettait l'argent, beaucoup d'argent que lui-même il n'attendait pas de ça. Et tous les jours, les gens lui disaient que non, ton patron que tu vois là, c'est pas un patron qui est simple. L'argent qui te remet là, faut beaucoup faire très attention. C'est pas un monsieur qui est simple. Parce qu'on connaît beaucoup de gens qui font comme ça. Après, les gens là tombent malades. Après, c'est la mort. Dès que c'est pas une personne, c'est pas deux personnes qui lui disent comme ça, il a dit que non. L'affaire ici là, c'est pas simple. Vaut mieux que non. Je pars d'abord au village, je pars d'abord me blinder. Avant de rentrer, de venir continuer le travail. Comme ça, qu'il manque à son patron que j'ai eu un mariage là au village, ma petite soeur s'est mariée. Il vaut mieux que je n'ai pas d'abord assisté. Comme ça, à Milan, je ne suis pas arrivé au village là. C'est comme ça seulement qu'il a pris la voiture, il allait au village, il allait se blinder. Je te dis, le jour qu'il est rentré même du travail, il est rentré même du village, son patron a commencé seulement à le détester. Petite chose seulement quitte ici, petite chose seulement quitte ici, petite chose seulement quitte ici. C'est comme ça que le gars s'est rendu compte, donc ce que les gens me disaient là, c'était la vérité. Hein. Si je te dis que non, même depuis le jour qu'il est rentré là, son patron lui chassé du travail. Son patron lui dit que non. Son patron a créé le motif pour lui chasser du travail. Son patron lui chassé du travail. Bon, mon premier histoire, la moralité est que non, si vous avez votre patron qui vous remet l'argent que vous n'avez pas mérité du travail, il vous remet beaucoup de sommes comme ça là, il faut vraiment beaucoup faire attention. Il faut vraiment beaucoup se méfier. Il faut d'abord vous poser les questions. Est-ce que ce que j'ai fait là, est-ce que j'ai mérité cet argent? Ce que j'ai fait là, est-ce que j'ai mérité cet argent? Vous voyez que ça ne vaut pas la... Il faut seulement libérer, il faut seulement partir. Parce que si vous insistez là, le puits va vous arriver. Bon. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ne soyez pas cupide. Soyez juste dans toutes vos voies. Ce que vous méritez comme salaire, si on vous donne ça, c'est bon. Mais ce qu'on ajoute dessus là, ça peut vous créer des problèmes. Posez-lui la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tu ajoutes de l'argent dessus? Mon salaire, c'est 5 000 euros. Pourquoi tu ajoutes 5 100 euros dessus? 100 euros là, c'est pourquoi? C'est là où vous allez avoir la vérité. Mais si vous ne posez pas cette question et que vous prenez cet argent, vous dites que oh, c'est un don de Dieu, vous risquez d'être surpris par les conséquences. C'est de ça qu'il s'agit. Le témoignage de cette jeune femme que nous allons écouter là, c'est vraiment terrible. Terrible. Écoutons très attentivement. Je l'ai dit la dernière fois-ci. Et je réitère cela aujourd'hui parce que je vais raconter une seconde histoire qui est toujours réelle. Parce qu'il y a plusieurs histoires que moi j'ai vécues à la maison avec mon papa et sa maman. Mais là aujourd'hui, je vais vous raconter pour mon papa. Tout était rose de ma naissance jusqu'à l'an 2000. L'an 2000, on affecte mon papa pour le Nord. Quand on l'affecte pour le Nord, la donne commence à changer. Il ne jouait plus trop avec nous, il n'avait plus de temps pour nous, il était déjà plus consacré à ses amis et ses collègues, bref, ses amis qui peut dire ses collègues plus, parce qu'il n'avait pas des amis autres que ses collègues, où il a adhéré une réunion où tous les fins du mois, cette réunion vraiment, le jour qu'on l'a reçu à la maison,
Mince. C'était les bœufs que tu voulais voir, les porcs que tu voulais voir, les chèvres. Moi, je comprenais même plus si c'était la réunion ou si c'était la fête. Bon, quand vous êtes enfant, il y a un truc comme ça, vous êtes fiers. Vos amis sont dehors, ils vous attendent. Vous allez porter des plats et tout, vous allez partir donner à vos amis, ou bien de quoi vous suivre dans la chambre, et ainsi de suite. Ils sont alignés aux escaliers, ce qui nous attendait en bas au rez-de-chaussée. Donc, c'était un peu cela. Alors, maintenant, quand on arrive là-bas, tout était rose, après, ça donne change. Papa commence à changer de comportement. Déjà, il fréquentait déjà un de ses chefs, un commandant, qui était tellement collé à lui, il est venu à la maison, on s'entendait bien. Après quelques instants, aux éclats du 6 mois, il débarque avec la statuette de lion là, mais en bois. C'est lui qui prenait soin toutes les semaines, tous les mercredis. Après, de nous tous à la maison, il dit non, c'est moi qui dois maintenant commencer à oingre chaque mercredi avec de l'huile rouge. Moi, je ne comprenais pas le pourquoi. J'étais petite. Je croyais que c'est normal. Moi, j'ai aidé mon papa à faire l'entretien. Qu'elle demandait papa pourquoi on le fait. Il me dit non, ça l'a toujours prié. Et puis personne d'autre ne devait le faire. Ah, ma mère, elle simplifiait, disait ah, c'est le père et ses enfants. Comme ça ne suffisait pas, les jeux avec nous ne le faisaient plus, comme j'ai dit d'abord. Des blagues, des balades, il n'y avait plus. Il était distant. Il n'aimait plus trop quand on priait à la maison. C'était un peu bizarre, quoi. Après, c'est plus ça. C'est que quand il nous lave, il commence à me toucher les parties intimes. Il met un peu du temps sur mes parties intimes. Et quand il me dit lave-toi, plus qu'avant, quand il me disait accroupis-toi, tu fais ta toilette intime, il versait juste de l'eau, puisqu'il ne laissait plus couler l'eau du robinet qui sortait du mur, comme on dit souvent. Il prend plutôt de l'eau, il ne verse plus que je lave, qu'il frotte mon bas, si je peux dire. Après, il dit non, Tom, parce qu'avant, il disait non, je dois savoir comment laver et tout. Mais maintenant, il le faisait plus. C'est lui qui le faisait déjà. C'est plus moi qui le faisais, mais c'est lui qui le faisait déjà. Et quand il le faisait, il avait une façon de le faire comme s'il me caressait doucement. Quand je vais, je dis à maman, maman, la façon que papa m'a fait la toilette aujourd'hui là, c'est pas comme les autres jours qui me demandent souvent de faire la toilette. Lui-même, il a fait ma toilette. Et il me touchait un genre, il caressait mes fesses, il touchait mon zizi, il caressait le bout de mon zizi. Ma mère m'a chassé. Ah, les parents qu'on a souvent. Oui. Ma mère m'a chassé DM. Elle me dit, ah, va là-bas, tu es un enfant, tu n'as pas parlé des trucs comme ça, tu t'exprimes mal, bla, 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 bla. Ça passe. Une autre fois, il me lave encore, il fait la même chose. Quand je viens dire maman, elle me chasse. Déjà comme l'histoire. Et faut, je veux dire cela que elle prend la Elle me chasse. Déjà comme l'histoire est tellement longue de ma vie, je vais la segmenter, donc couper plutôt. Couper. Et ensuite, chaque jour, je vous raconterai une nouvelle journée de moi, ce qui s'est passé. Alors, il le fait. Je dors, je rêve qu'il y a un gros serpent moi sur la porte. Mon père, il dit, ah, je sens que je ne réveille à rien. Je dis à ma mère que ce ne sera pas les derrière, ça les réels. Bon, je sentais quelque chose de bizarre et tout. Je dis à maman, j'attire ma mère l'attention que papa est bizarre. Est-ce que tu n'es pas sûr, tu es encore petite, hein? Mais 6 ans, 7 ans, papa, à ma mère que, est-ce que tu n'es pas sûr que papa est déjà sorcier? Oh, ma mère s'est fâchée avec moi. Maintenant, les copines de ma maman disent à ma mère, ton mari c'est. Ma mère se fâchait avec toutes ses copines qui disaient cela et vous n'étiez plus amis. Ses grandes se rappellent depuis Yaoundé pour dire à ma mère là pour nous faire attention. On est allé quelque part et on s'est rendu compte que ton mari n'est pas quelqu'un de propre. Elle dit, ah, vous êtes jalouse, machin. Tout le monde, ennemi déjà. Quand papa arrivait maintenant en décembre à la maison, dans la famille quoi, en fin d'année comme ça, il vient avec un bœuf, dans sa belle famille, dans la famille de maman. C'est pour vous, mallet d'argent. Il n'a eu que les mêmes postes de toute sa carrière. Puis qu'on est arrivé ou non. Et un poste, pas petit poste, hein, un gros poste où justifiait toujours la provenance d'argent et que tout le monde qui savait qu'il est dans ce poste disait non, c'est normal. Mais moi, je ne trouvais pas toujours ça normal. Ma mère, elle trouvait ça normal. DM. Ça a tourné avec tant de mystères qui se produisaient dans la maison. Où, voilà une partie qui m'avait toujours marqué. Où son collègue et papa sont en train de causer un jour sur la véranda quand on rentre sur Yaoundé. Et après, son collègue, parce qu'il y a eu des problèmes, parce que maman ouvrait déjà les yeux, qu'elle disait que non, elle veut partir de là, bla bla bla. Où son collègue dit,
quand tu as une poule à la maison, une mère poule, tu prends ces poussins, tu lèves ta mère poule et tout, et que la mère poule te fait des poussins, il faudra attraper ces poussins et manger. Je suis allée vers ma mère, parce que je ne comprenais pas la signification. Je demandais à ma mère que voilà ce que j'ai suivi papa causer avec son ami à la véranda. Elle m'a toujours chassée. Elle dit, tu as mal entendu. Mais elle va voir papa après. Elle dit, papa, elle dit à son époux, est-ce que ce que l'enfant dit est réel? Il dit, mais non, elle a mal suivi. Il y a les poules qui passaient. On parlait des poules qui étaient en train de passer. Bref, il a sorti une version à ma mère. J'ai dit, ah, ça va. Plus tard dans ces réunions qu'il a toujours allé faire ici. Il reste comme ça, il dit à ma mère que je lève, il prend une somme de 500 000 $ à ma mère. Il dit à ma mère, prends l'enfant, vous partez à Yaoundé. Il ne me dit pas où vous êtes allé, mais ne va pas à la maison de Yaoundé. Ma mère dit pourquoi? Il dit à ma mère, il a fait un mauvais rêve qu'on est venu me chercher dans la nuit et on m'a tué. Ma mère perdue et tout ne comprenait rien. Il faisait tout pour chasser ma mère de partir vite avec moi. Ma mère me prend et me ramène sur Yaoundé. Elle vient me laisser chez ses soeurs. Elle remonte. Mon père dit, je ne veux pas savoir où tu as laissé l'enfant. Maintenant, chez ses soeurs, elle dit cette histoire à ses soeurs. Et qui est ma tante, ma marraine en question. Elle trouvait ça louche. Elle s'en va, comme c'est une femme un peu qui aimait bien les histoires de maraboutage et tout. Elle dit, le marabout là s'en va, dit, le monsieur en question, il a mangé, pas qu'il a mangé, on demande de livrer sa fille. Et comme je suis unique enfant, mais il a plus à adopter des enfants de la famille, il restait plus avec nous. Et le monsieur en question ne veut pas donner son enfant. On a déjà menacé plusieurs fois. Alors il faudrait qu'on vienne chercher l'enfant, qu'on ne trouve pas l'enfant. Il ne doit pas savoir où il y a l'enfant. Parce que si il connaît où il y a l'enfant, ça pourra les transmettre là où je suis. Ah. Je vous assure, DM. Le monsieur en question, il m'a fait des histoires de lavage. J'étais petite, je ne pouvais pas dire non. Je ne faisais que regarder avec mes yeux. Je faisais que regarder avec mes yeux. Alors là, je suis restée sur Yaoundé tous les congés. Ils sont revenus me chercher. J'ai dit, la fessée. Elle ne me croyait pas. Jusqu'au jour où il est allé avec moi, il m'a forcé, il m'a fait des rapports sexuels. Et quand je dis à ma mère, elle m'a toujours fessé. Que tu dis n'est pas vrai. Dès que maman s'en va au travail, il reste pas derrière. Il vient me chercher à l'école. Il dit c'est moi qui paye l'école, c'est mon argent. Il vient me séquestrer à la maison. Quand je veux régimber et tout, il lève son ceinturon, il pose ses rendus sur moi, il me bastonne, il me ferme la bouche. Il abuse de moi. Je pleure. Quand maman vient, je dis à maman, il dit que ce n'est jamais vrai. Maman, où elle avait seulement les yeux envoûtés, donc domptés par lui, je ne sais pas, elle ne me croyait jamais. Jusqu'au jour où, je vais toujours couper l'histoire pour être bref, où papa s'est couché. Il m'a appelé. Il a appelé maman et les membres de la famille. Après, quand l'oncle est fini de faire, une messe à la maison et tout, il a demandé que tout le monde se confesse et tout, juste ce qui s'est passé. Moi, j'ai raconté tout à mon oncle. Alors, lui, il avait assez de sa soeur. Il est arrivé, il a dit, voilà, aujourd'hui, je peux pas avoir ma nièce qui souffre comme ça, pourtant je suis un homme de Dieu. Il vient, il fait une prière, il fait des incantations, il fait des trucs, il nous lit la messe, après il nous fait boire, manger la première communion, il fait boire le vin des messes, des trucs là. Sur le vin béni, un truc comme ça, oui. Quand on finit de boire sur les tout et tout, on demande à tout le monde de libérer son ventre et tout. Papa, il ne dit rien. Il dit que lui, il a pardonné. Il dit la vérité, de grâce, c'est des choses. Il ne dit rien. Après, mon oncle dit que tant pis pour toi, moi, j'ai seulement fait ma part. Et j'ai fait ma part dans le bon chemin. Je sais que tu es compliqué, que tu ne veux pas révéler tout ce qui est dans ton ventre. Il dit tout pour qu'on puisse trouver une solution, tant pis. Il a toujours nié que non. C'est ainsi, DM, que papa, un jour, se couche. Quelques temps après, donc il me dit 1 mois après, il m'appelle parce que j'avais à quitter la maison. Mais dans ce moment, j'étais à grande parce que je coupe juste l'histoire de ma vie. J'étais déjà grande. Il m'appelle, il se confesse. Il me dit, la sœur de ta mère, la petite sœur, c'est moi qui ai tué. Le petit frère, c'est moi. La cousine, c'est moi. L'autre gardien, c'est moi. Il a cité que, moi, ça me surprenait pas. J'ai appelé ma mère qui vient écouter la partie qui m'a fini et que je ne m'attendais pas et que même ma mère ne s'attendait pas. C'est quand il dit à ma mère, même ton ventre d'accouchement, c'est moi qui ai donné. Wow.
Ça, c'est la partie où ma tête a pris des vertiges. Parce que j'ai toujours pleuré que pourquoi j'ai pas de frère, pourquoi j'ai pas de soeur. Il disait toujours, c'est pas de sa faute, c'est la faute de ma mère, les complications de concevoir. Mais je vous assure, ma mère va à l'hôpital, elle fait tous les examens. Elle n'a pas de problème. Concevoir, elle conçoit 2, crois-moi, quelque chose se passe comme je sais pas, comme un verre, tu vois comment ça gonfle, ça passe. La grossesse part, on voit seulement les saignements après qu'il débute. Jusqu'aujourd'hui que je suis déjà grande à cet âge et que j'ai déjà croix grands enfants, ma mère elle ne conçoit pas. Et peut-être encore bien jeune parce qu'elle m'a eu très jeune. Dans les 17 ans, comme ça, 16 ans, ma mère m'a eu très jeune. Déjà quand je dis ma mère, on pense que c'est ma grande soeur parce qu'on fait... Je suis même plus vieille que ma mère physiquement puisqu'on fait la même génération et tout. Et déjà, je suis même pas encore dans la quarantaine DM. C'est-à-dire, c'est la partie de cette histoire-là qui m'a abattu quand le papa, il a dit, même ton ventre, c'est moi qui a donné ton ventre et tu ne peux pas concevoir. Et sache que toutes ces richesses, les maisons, les terrains, les voitures, tous tes vêtements, tout ce que tu as, c'est le fruit de ton ventre. Ah, j'ai mis les mains sur la tête. Comme j'avais porté mes pieds sortis de chez mon papa, comme il est décédé là, j'ai plus jamais remis pied. Ma mère aussi, elle est sortie. Elle de son côté, continue, comme elle est fonctionnaire, continue à vivre là-bas. Elle a son terrain, elle est construit là-bas. Je suis allée de mon côté. J'ai plus jamais mis pied où papa était. Où il a construit ses maisons en général, quoi. J'ai tout abandonné, j'ai tourné le dos. Pourquoi? Parce que moi, je vois tous ces biens-là comme si c'était mes frères qu'on a vendus pour avoir ça. Donc pour moi, c'est choquant. Jusqu'aujourd'hui, je t'assure, je suis en location, je me bats à construire, que je ne suis plus jamais reparti là-bas. Parce que quand on m'appelle même que me voilà, il s'est écrit tout, tu fais comment? Je dis que fichez-moi le camp, un jour je vais devenir, mais moi, consciemment et personnellement, DM, je ne me vois pas en train de retourner là-bas. Qui sait? C'est abandonné tout un peu dans les herbes, il doit l'abandonner de partout, qu'il a investi. Je suis plus moi là. Donc c'était un peu ça pour la petite histoire. C'est pour ça aussi je voulais sensibiliser ici en disant que franchement, chers parents, surtout chers mamans, quand vous avez des enfants, si un enfant vient te dire quelque chose, ou veut te dire quelque chose, ne chasse pas cet enfant. Il faut écouter l'enfant et vérifier tout cela. Parce que je vous assure, un enfant ne peut pas se lever et venir te raconter une histoire comme ça. Même si des fois, c'est un petit enfant qui ment, mais dans ce mensonge, il y a un minimum de vérité. Et si maman m'avait écouté depuis toute petite que je chantais, je criais et tout, plus qu'en ce moment, il n'avait pas encore vendu son nom. Et si elle m'aurait écouté, il ne serait jamais trop tard. Mais là, maintenant, elle a tout fait. Elle a marché de partout. Plus rien. Alors, chers parents, chers frères et sœurs, il faut souvent écouter les enfants. Prenez la peine d'écouter. Wow. Et de... Frères et sœurs, vous avez entendu. Moi, je n'ai rien à ajouter. Nous allons écouter encore un deuxième témoignage. C'est parti. Voilà, je vais te raconter une très courte histoire réelle, toujours à la maison avec la mère de mon papa. Mais elle est très préparée un épisode de ce qu'on a encore vécu. Alors, elle tombe malade. Son fils dit, maman, je t'amène à l'hôpital. Ma grand-mère tourne sur place, elle dit qu'elle ne veut pas aller à l'hôpital. Elle tourne sur place, elle dit qu'elle ne veut pas aller à l'hôpital. Mon père dit à sa mère, mais vraiment, si tu es chez moi ici là, et tu es malade, je ne t'amène pas à l'hôpital, tu décèdes, la famille, le village, tout le monde dira que je t'ai tué. Et tu sais, maintenant, dès que quelqu'un meurt seulement, c'est moi qu'on pointe du doigt, même où je ne connais pas, il faudrait qu'il trouve une solution avec toi. Ma grand-mère dit à mon père, si tu m'amènes à l'hôpital, je ne vais pas mourir là-bas. Sache que ma mort sera posée sur ta tête. Mon père dit, bah, c'est comme tu veux. Moi, je n'ai pas de problème avec, j'assume. Elle refuse. Il vient, gars. Sa voiture, il porte sa main de force. Il dit, ici, je peux pas me dépasser parce que papa était baraqué. Hein. Il avait 2,5 mètres, costaud, plus 100 kilos. Quand il monte là, la balance tourne, ça finit. Alors, il porte sa main, il met dans la voiture, il démarre, il va à l'hôpital. On fait des examens, des échographies et tout. Puisqu'elle disait qu'elle a mal, ou si c'était à côté de la côte, un truc comme ça. Donc, il fallait qu'on fasse les examens dans le ventre et tout. Les échographies et tout.
Quand on remet les échographies, il regarde, lui ne comprend rien. Il rentre, il montre à sa femme. Il montre à la maman, il dit, mais toi aussi, regarde un peu les échographies de ta belle, mais je ne comprends pas. Parce que je vois un truc sur échographie ici qui n'est même pas vraiment normal dans mes yeux. Quand il regarde ça, une forme bizarre, comme le sexe de quelqu'un, et tout, et tout. Même le médecin était mal dépassé sur l'échographie, que c'est comme le sexe d'un homme dans son ventre. Alors il dit, il faudrait qu'on le paie. Le médecin dit qu'il faudrait qu'on le paie la grammaire. La grammaire commence les problèmes. Que vous ne pas mourir chez le village. Oh, ça fait si. Que si on tente de poser le bistouri sur elle, qu'on sache qu'elle va mourir. Elle a fait des problèmes. Jusqu'à des gens sont arrivés, des oncles que papa a fait appel. Que vraiment, je comprends pas ce qui se passe avec votre tante, avec votre soeur, votre cousine, quoi. Et ils sont arrivés et tout. Ils ont regardé mon père, ils ont dit à mon père que dans la vie, il y a des problèmes qu'il faut éviter. Si ta mère dit que ne m'opérez pas, il ne faut pas l'opérer. Mais si toi tu dis qu'on opère ta mère, c'est ton problème. Tu vois que la vie elle est fatiguée. Il dit non, j'ai des moyens, tout, ma mère peut être malade. Papa qui dit c'est ma mère peut pas être malade et on ne prend pas soin. Ah, quand c'est comme ça, ils ont parlé, ils sont partis. Papa a porté sa mère encore, ramené à l'hôpital. Elle dit non, maman, c'est comme ça, on va juste te faire des examens encore pour revoir, te donner des médicaments que tu vas boire. On a injecté la grammaire sans qu'elle ne le sache. On va poser sur la table. On fait l'échographie. On paye la grammaire pour enlever ce qu'elle avait et tout. Ah, elle a levé vraiment le pénis avec un noyau DM. On était petits. Elle était à la maison, on était ça va dépasser. Dit le pénis d'un homme avec des noyaux. On a retiré dans le ventre de ma grammaire. Où elle a mangé. Déjà, elle était réputée comme une sorcière. Où elle a mangé quelqu'un à la sorcellerie, ça tourne au vinaigre ou c'est que c'est calé là, elle se les connaissait. Mais finalement, la grand-mère, elle est décédée. Et comme elle est décédée là, on a amené le corps à la morgue. Les gens qui étaient au village disaient que quand ils passent devant sa maison, qu'on voyait la grand-mère là au village et tout et tout. Hein? On ne croyait pas toujours à ces histoires-là. On enlève le corps de la grand-mère de la morgue. On fait la levée. On met dans le corbillard. Direction pour le village. Je vous assure, devant le village de ma grand-mère, avant d'arriver au village du grand-père, on se passe devant le village de la grand-mère. La voiture tombe en panne. Que la voiture n'avance plus. On a poussé la voiture, rien. Comme le soir, les arrivés là, ils ont même mis les lampes tempête. Ils ont tout fait, rien, la voiture n'avance pas. Ils ont commencé à dire, oh, elle me parlait qu'elle enterrée dans le village de son mari, elle veut rester dans son village. On dit, mais non, elle était mariée, elle doit rentrer dans le village de son mari. Ils ont tout fait, rien. Alors, il y a un collègue du papa qui sort là-bas, en tenue. Il dit, ici, je peux suivre mon papa de voir les choses qui lui n'étaient pas encore du quartier, où il faisait semblant. Son collègue sort, il va chercher des feuilles on appelle de palmier, il attache partout sur la voiture. Il a ouvert le cercueil. Il a pris la feuille de macabo qu'il a coupé toujours là en bordure de route. Ouvrir le cercueil, fouetter le cadavre de ma grand-mère DM. Je vous assure. J'étais dans le camion comme ça, dans le camion m'était comme ça, j'étais dépassée. Puis ils ont pris ça comme corbillard pour amener jusqu'au village. J'étais dépassée. Peut-être s'il y a cette qui se rappellent de l'histoire en ligne, qui suivent, qui sont ses collègues, parce qu'ils les ont maintenus, quoi, ils vont reconnaître l'histoire en question. Il dit, on a fouetté le cadavre de ma grand-mère, il y a eu pitié, même que c'est encore un cadavre fouetté comme ça, il commençait à pleurer comme j'étais petite. On a refermé le cercueil. Je vous assure, la voiture a démarré jusqu'au village où on ne peut pas l'enterrer. Le lendemain, dans le jour de l'enterrement, tout un mur de la maison s'est écroulé. Après, quand on ferme le cercueil, après la messe et tout, on descend le cercueil sauté. Ouais, on verse la terre, Quelque chose a commencé à cogner le cercueil là-bas. Cogner le cercueil, les bruits. Cogner le cercueil. Donc, on est obligé de criser pour la partie qu'on avait, on n'a pas encore carrément fermé la terre.
on dit il faut creuser, il faut sortir, il faut voir si ça se réveille et tout. Mon père dit que c'est pour vous. Les autres disent que non. Elle a fait des jours à la mort. Elle a fait 2 mois à la mort. Alors, une personne qui a fait 2 mois à la mort, elle a le formol et tout, il ne peut plus être en vie. Donc, ne n'ouvrez pas. Déjà, vous connaissez, le gel avait une renommée de sorcière au village et tout. On ferme le cercueil. On n'a pas voulu sortir le cercueil, quoi. On a enterré. Le lendemain, 2-3 jours après, non, le lendemain, nous sommes rentrés, mais le papa est resté pendant 9 jours auprès du tombeau de sa maman avec la lampe tempête. Comme on dit souvent, de garder la tombe pendant 9 jours. Après 9 jours, il est rentré sur Yaoundé. Maintenant, les gens du village commencent à se plaindre que quand on passe devant la maison de la cramée même, on entend comment quelqu'un écrase sur la pierre. Cric, croc, cric, croc, cric, croc, 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 c'est la pierre. Après, on entend comment quelqu'un paille. Ensuite, on entend le bruit des couvercles de marmite. Et en journée, on ne voit rien. Là, il n'y a rien. Ça a abandonné dans les herbes et tout. Mais en soirée, il y a une petite lampe tempête qui brille. On entend des bruits et tout. Tout le village en parle jusqu'à présent. On dit que, oh, on doit aller faire les rites. Oh, on doit faire ça. Qui a mis pied là-bas? Comme si un fils avait décidé. Nous-mêmes, on ne peut pas mettre pied. Parce que nous-mêmes, des affaires de sorcellerie, moi particulièrement, je ne vois même pas pourquoi j'irais là-bas et tout. Franchement, j'étais dépassée. Dépassée, vraiment les mamans qui ont la sorcellerie dans le ventre là. Il faut souvent laisser on vous opère. C'est pour vous que le bien. Mais quand vous ne laissez pas, voilà le résultat. Voilà. Vraiment. Vous avez entendu ça? Je voudrais raconter quelque chose que j'ai vécu et qui m'a vraiment donné des frictions. À l'époque, j'étais délégué médical dans une compagnie, dans un laboratoire du moins, et il y a une pharmacie dans la ville de Divo, c'est dans le sud-ouest de Côte d'Ivoire. Moi, j'étais à Gagnoa. C'est-à-dire de Divo à Gagnoa, c'est quelque chose comme 1 heure de route en voiture. Et j'ai reçu une commande d'un pharmacien et le pharmacien voulait que je livre le matériel à 6 heures. À 6 heures parce que des gens devaient venir prendre ça et aller quelque part d'autre. Donc il était question pour moi de quitter Gagnoa aux environs de 3 heures du matin. J'ai voulu venir à 3 heures du matin, comme ça j'allais venir garer devant la pharmacie, attendre, vraiment être à l'heure. Donc je n'ai pas bien dormi, je me suis réveillé, j'ai pris la voiture. Quand on quitte Gagnoa, on dépasse Lakota et on va à Divo. Mais avant d'arriver à Lakota, dans un village, j'ai vu une dame, une femme. Je conduisais, elle était en pleine route. Elle était nue, vraiment nue, elle n'avait rien. Elle marchait et elle avait levé la main droite avec un seul doigt en l'air et elle marchait. Elle marchait, j'étais dans la voiture, j'étais derrière elle. Comme elle occupait toute la route, donc je ne pouvais pas la dépasser. Elle était en pleine route et donc j'ai ralenti derrière, j'ai roulé doucement, jusqu'à ce qu'on traverse le village. Parce que le village est de 2 côtés, il y a un côté à droite et un côté à gauche, et la route est au milieu du village. Donc il y a des 2 côtés du village, mais ce village n'était pas éclairé à l'époque. Donc tout était noir, mais la dame elle était nue et elle mit un doigt en l'air, elle a traversé le village. Je roulais doucement, mais à un moment donné, j'ai commencé à avoir des frissons. Ma tête était comme enflée. Mais je suis resté derrière elle avec les phares. À un moment donné,
quand on a traversé le village, malheureusement, mes phares se sont éteints. Quelques secondes. C'est-à-dire, il y a eu un noir pendant quelques secondes. Et puis, après, quand mes phares se sont rallumés, c'était pas moi qui avais éteint les phares. Hein. Les phares se sont éteints seuls. Et quelques minutes plus tard, quelques secondes plus tard, les phares se sont allumés. Et quand les phares se sont allumés, la dame avait disparu. Elle avait disparu. Donc, je suis allé, j'ai fait la livraison, je suis resté, je suis revenu. Et à mon retour, je me suis arrêté dans le village. J'avais des jeunes qui étaient là et je me suis arrêté. Il y a quelques jeunes qui sont venus vers moi et je leur ai raconté l'histoire que j'avais vécue. Et ils ne se sont pas étonnés. Ils ne se sont pas étonnés, ils m'ont dit non, que généralement, ceux qui sortent tard voient cette femme et que c'est une femme qui était dans le village, qui est décédée et qui fait ça. C'était un revenant. Quand je suis rentré, je ne sais pas si c'est la peur qui l'a fait, qui a fait du moins, mais quand je suis rentré, 2 jours après, je suis tombé malade, vraiment malade. Et il a fallu que je voie des gens, des tradipraticiens pour me laver. Et après, j'ai dû oublier cet épisode-là. Mais ça peut dire que il y a des trucs mystiques qui se passent en Afrique. Et voilà un peu. C'est vraiment terrible. Hein? L'Afrique, vraiment, vous avez tous ces pouvoirs, mais vous ne voulez pas. Pourquoi vous n'êtes pas premier dans le monde? Ça, c'est la question qu'on se pose. C'est parce que le mal ne va jamais triompher sur le bien. Si vous voulez utiliser le pouvoir du mal pour pouvoir réussir, vraiment, ce serait un peu difficile. Sinon, vous serez en train de partir de sacrifice en sacrifice. Vous allez être difficile pour régner. Ce sera un désordre total. Bon, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Écoutons encore l'histoire d'une jeune femme. Je travaillais dans un snack à Bonamoussadji. Mon message, c'est plus pour sensibiliser les filles. Les filles qui partent en boîte de nuit prennent les serviettes hygiéniques du genre, elles prennent les garnitures et jettent dans le sous-poubelle aux toilettes. Pour les autres qui prennent, elles finissent de faire pipi, uriner, elles prennent le sein de toilette et se jettent dans le sous-poubelle. Un jour alors, on avait fini le travail. Vous voyez un peu, je partais uriner. C'était vers 7h, 8h, vu qu'on avait une réunion. On a fini de faire la réunion. Mais 7h, comme ça, 7h passe en fait. Vu que chaque fin de week-end, comme ça là, on fait une petite réunion. Mais 7h passé, je pars aux toilettes pour uriner. Je couvre notre nettoyeur. Il est en train de créer dans le seau-poubelle les garnitures. Il crée les garnitures, prend et met dans un plastique. Je la crape en train de faire ce cri. Dès qu'il me voit, on peut dire quoi, il tremble un peu. Il tremble en fait. Il prend les garnitures, continue à faire son cri. Vu que moi, je dis que c'est quoi, donc c'est rien. Moi, j'ai fini de faire pipi, j'ai fini de faire pipi, je ressors, je la crape, je vais l'appeler ici Bonheur. J'ai dit Bonheur, tu fais quoi avec les garnitures? Je sais pas que c'est la saleté que tu fais. Il me dit en parabole que tu connais combien une garniture vaut. Je dis que c'est son problème en fait, je le laisse. Après il finit, mais le temps que je nettoie mes mains, il finit après c'est 7 à 8 garnitures. Non, je pense oui, c'était plus de 10, oui, c'était plus de 10 garnitures déjà utilisées. Il a mis dans son plastique, il a fermé le sac. Il a mis dans son plastique, il a mis dans son sac et il a fermé son sac. Moi, je n'ai pas trop prêté attention. C'est quand j'ai commencé à suivre les histoires mystiques dans les réseaux sociaux que je me suis dit que,
Le gars se prenait les garnitures comme ça là, sûr que c'était pour aller, sûr que c'est pour aller soit vendre, soit faire les pratiques sur ça. Donc les filles, faites très attention quand vous partez tout cela. Ne jetez pas vos garnitures n'importe où. Faites très attention. Très attention. Même les lotus, les j'ai utilisés. Je ne sais pas si vous pouvez mettre dans un plastique, arriver chez vous, jeter. C'est vraiment grave ce monde, c'est vraiment très grave. Trop grave même. Bonsoir. Bon, déjà, mon histoire, c'est une histoire que mon papa m'a racontée étant toute petite. Voilà. Papa m'a raconté cette histoire et que vraiment j'ai trouvé toujours drôle. Voilà, il me disait en tout cas que quand il était petit, il allait à l'école et déjà à l'époque, il nous faisait comprendre que ils allaient à l'école le matin, que c'était la mi-temps en fait. Quand ils allaient le matin à l'école, aux environs de 11h midi, je pense bien, on leur donnait une pause de 1 heure de temps. Donc une pause, 1 heure, 2 heures de temps. Et ils revenaient à 15h, je crois que c'était ça. 13h, 14h, en fait. 13h, 14h. Pour rentrer à 17h. Voilà, c'était ça. Et il me faisait donc comprendre qu'un jour, il est rentré, il est parti à l'école, il n'avait rien à manger. Que sa maman, qui est ma grand-mère, n'avait pas de moyens et tout au village. C'était dans la Liquier, à mon atelier. Mais je vais taire le nom du village, je préfère ainsi. Il allait à l'école, il marche à pied, il me dit c'est à des kilomètres que parce que nous on fait aujourd'hui, on a le transport, on a 0 pas d'établissement et tout qui pour eux à l'époque, tu marchais des kilomètres très loin pour arriver à l'école. À pied, et tu rentrais à pied. Dans tout ça, t'as pas quoi manger, peut-être un petit manioc dans le sac et quand il n'y a même pas ce manioc bouilli, tu ne manges pas. Alors il s'en va à l'école à pied. Sans quoi manger, il va à l'école. Alors, il arrive à l'école, il finit de faire cours, on donne la pause, on sonne la pause. Et quand on sonne la pause, il voit que l'école, la maison est des kilomètres pour rentrer à la maison manger et revenir, c'est pénible. Et il dit, il voyait que rentrer à la maison, chercher quoi manger, et pourtant il n'y a rien à la maison. Donc il a préféré ce jour rester à l'école. Il est resté à l'école. La seconde mi-temps a repris. Il a commencé les cours et tout. La fatigue et tout. Au moment de rentrer à 17h, et la famine, il marchait à peine. Il marchait à peine. Il dit, le 18h, il a crevé en route là. 19h, 18h, passé 19h. Et comme c'est au village, vous savez, quand la nuit tombe, les maisons sont séparées bien. Il y a des bosquets et tout ça, il y a du noir, il n'y avait pas de lumière à l'époque là. Je n'étais même pas encore née. C'est ce qu'il m'a dit. Il me dit tellement il avait faim, que le ventre tournait, il ne savait plus comment faire, mais il marchait, il se battait. Puisqu'il me dit souvent, sa maman était le style de femme qui ne s'en fout des enfants. Elle va et boit, on appelle ça le dentol, les sachets, les trucs comme ça. Il n'y a pas encore les sachets à l'époque. Bref, les dentol, le vin de palme, elle soulève là-bas. Elle ne gère pas la maison, elle ne gère pas les enfants, ni son mari. Donc, se débrouillait eux-mêmes comme ça. Il avait faim, tellement il avait faim. Il marche. Il dit à un niveau au bosquet, il constate qu'il y a une maison avec la lampe tempête. Tellement il avait faim, il avait soif. Il se dirige vers cette maison. Il toque. Il trouve, il entend une voix qui dit ancré. Il ancre. Il voit une vieille dame, une grand-mère, qui dit, c'est comment mon fils? Il dit, pardon, grand-mère, j'ai tellement soif, je voudrais boire ne serait-ce que de l'eau avant de reprendre mon chemin. La grand-mère en question dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle remet de l'eau à mon papa. Il boit cette eau, il dit merci. Quand il se tourne pour partir, la grand-mère dit, non, tu es tellement fatigué et tout. Assieds-toi, tu prends place et tu manges d'abord avant de voir comment tu vas rentrer. Il a mangé.
Il dit qu'il a mangé, il était fier. Bref, il me rappelle, il m'a pas donné gros. Ouais, il m'avait dit qu'il avait mangé la viande de brousse. Oui, c'était ça. La viande de brousse avec du manioc, la grand-mère avec qu'il avait donné à manger. Qui lui avait donné à manger. Il était tellement gentil. Et sur le canapé, de l'autre côté, était couché un grand-père dont il a supposé qu'il est époux de la grand-mère. Il était couché sur le canapé. Bon, les canapés en rotin là, oui, en paille. C'est là où il était, allongé. Mais il bougeait quand même, puisqu'il a dit, papa a dit qu'il avait l'air de fatiguer le grand-père en question. Quand la grand-mère a fini de donner à manger, elle a dit, ouais, nous on n'a pas eu d'enfants et tout, nous sommes seulement 2 dans la maison, comme tu nous vois là. La nourriture est assez pour nous, mais tu peux en manger autant que tu en as besoin. Mon papa a dit, ok, merci maman. Il a mangé. Et après, la grand-mère a mis une note, elle dit, il se fait très tard. Si tu rentres à l'heure, si ce n'est pas bon pour toi, couche-toi là, tu dors. Et demain matin, tu iras très tôt à la maison quand tu vas te lever. Mon papa a dit, ok, il dit que demain il a mangé, qu'il était fatigué. Donc quand la grand-mère m'a dit que tu peux dormir, lui il avait mis à fermer les yeux. Quand on dit tu peux dormir, avant que la grand-mère réveille que voici où tu peux t'étaler, il avait commencé à fermer, dormir lui. Il me dit avec son petit cartable qu'il n'avait juste que la doise. Et rien d'autre. Un cahier où il mettait tous les coups à l'intérieur. Il me dit, ok, il dit, ok, il s'endort, la grand-mère arrange, se couche, il s'endort où il devait dormir. Maintenant, le matin arrive. Mon père me dit qu'il s'est réveillé sur le tombeau. Sur le tombeau, je vous assure. Il s'est réveillé sur le tombeau, dans un bosquet, dans la brousse. Donc, à quelques mètres de la route quand même. Et pourtant, il a vu une maison en soirée et tout. Bon, moi, j'ai dit, papa, c'est pas l'effet de la famine qui t'a fait ça et tout. Il me dit, non, c'est pas l'effet de la famine. Je te raconte une histoire réelle. Après, il me dit, quand on ira au village, je vais te montrer cette tombe en question et où c'était arrivé et tout. J'ai dit, ah bon, il me dit, si. Quelques années plus tard, pas quelques années, des années plus tard, pas quelques, parce que c'est la première fois après que j'arrive au village, dans la grande. Il me dit, l'histoire que je vous ai toujours racontée de moi, c'est ici. Et ma vie de souffrance avant d'être question aujourd'hui, c'est ici. Et c'est comme ça qu'on a vu ce tombeau en question. Mais je vous assure, comme quelqu'un a dit, quand tu crois pas aux histoires mystiques, c'est bizarre. Et en plus, tu allais attirer l'attention en disant que il y a certaines situations quand on vit étant encore tout petit. Quand on grandit, beaucoup de choses nous suivent. Moi, je peux dire qu'ils nous suivent. C'est beaucoup de choses nous suivent. Seulement qu'on ne fait pas le lien avec ce qu'on a vécu dans l'enfance. Soit on devient une personne négative, soit on devient une personne positive. Donc, c'était ça pour l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire et... Vous voyez ça? Aïe, aïe, aïe. C'est 2 histoires. La première qui me paraît un peu courte et un peu drôle. Mais c'est quelque chose qui s'est passé. C'est un cousin qui a vécu ça. En fait, nous sommes ici à Batouri en 2016, dans un quartier Sambo. Pour ceux qui connaissent, se retrouveront. En fait, mon cousin, c'était un charpentier qui gagnait pas mal sa vie. Et un beau jour, il décide de se lancer dans les cotisations. Alors, un ami l'a fait part d'une cotisation qui avait un nombre d'adhérents assez élevé et qu'on pouvait bouffer jusqu'à 500 000, parfois 1 million. Le gars n'a pas donné toutes les explications. Il a fait seulement comprendre que tu cotises 50, 100 000, ça dépend. Et le nombre de personnes que tu trouveras, ils vont s'arranger. Bref, tout ce qu'il y a dans une cotisation plus normale. Alors, il a eu un chantier qu'il a eu à livrer. Je pense qu'il m'a montré, jusqu'à montrer l'argent, il avait eu à gagner de 250 000.
Le gars a donc décidé d'intégrer ces cotisations et qu'il va se battre chaque fin du mois de déposer 100 000 pour finaliser la construction de sa petite maison. Alors, il arrive donc un dimanche dans cette fameuse cotisation avec son ami en question. On le reçoit, on l'explique et le gars enchanté, il décide donc de s'inscrire à la cotisation de 100 000. Les messieurs sont un peu contents, ils déposent l'argent. Et alors, mais par toute attente, on dit au gars que comme tu vois là, nous aimons la fougue qui s'émane de toi, le dynamisme qui s'émane de toi, tu vas bouffer en premier. Le gars dit, mais attendez, bouffer en premier comment? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? D'habitude, lorsque tu entres dans une cotisation, tu es venu trouver des gens qui sont là depuis, des gens qui attendent de bouffer. Mais c'est quoi cette histoire que j'arrive et vous me dites que je dois bouffer? Il va dire que non, c'est pas un souci. Ici, c'est pas un problème d'argent. Donc, tu vas bouffer et quelqu'un d'autre va bouffer le mois prochain. Le gars dit non. Moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Classez-moi normalement. Je ne veux pas être le premier à bouffer. Des petites discussions commencent. Les gens insistent, les messieurs qui l'ont reçu insistent. Le gars dit que non. J'ai dit que je ne peux pas bouffer. Il lui a déposé l'argent. La discussion a essayé de s'arranger. Le gars est parti. Fin de la réunion, il est parti. Arrivé donc chez lui, bizarrement, il trouve sur sa table une somme de 1 500 000. Le gars dit que c'est quoi cette histoire? Les histoires qu'il entend souvent que ça arrive à d'autres, c'est déjà subitement son esprit fait penser à la cotisation, la réunion dont il sort. Puis c'était dans une maison, la maison de c'est quelqu'un qui recevait le président. Il ramasse donc tout cet argent. Il part. Il dit, je vous ai dit que je ne voulais pas ces histoires de cotisation. Il dépose l'argent, il sort. Il rentre, il trouve encore l'argent sur sa table. Elle est un peu hilarante cette histoire, mais quelque chose qu'il a vécu. Et comme c'était un gars assez fort de nature, il a pris la machette qu'il a soigneusement affûtée, il a encore ramassé cet argent, il est parti déposer. Il dit que si je vois cet argent chez moi, je vais commettre un crime ici. J'ai déposé 100 000, restez même avec, je ne veux plus faire vos histoires de réunion là, je ne veux plus. C'est donc là qu'en rentrant, qu'il n'a plus jamais vu, entendu parler de cet argent. L'argent n'a plus jamais atterri chez lui et il a coupé les ponts avec son ami en question. C'est pour dire quoi, la leçon à tirer, c'est que nombreux sont des réunions bizarres qui se déroulent ici d'ailleurs. On ne sait pas parfois où on peut mettre la main pour se retrouver en train d'adhérer à des réunions bizarres où on te demande, toi tu pars simplement sachant que c'est une réunion et tu vas cotiser, quand tu arrives c'est déjà autre chose. Ouais. Donc il faut faire très attention, chers frères et sœurs, il faut faire très attention dans les réunions qu'on adhère de nos jours. Vous avez entendu ça? L'histoire, c'est toujours dans un cadre familial, sauf que là c'est l'histoire de mon grand-père, mon feu grand-père, originaire du Sud, parce que je suis du Sud. Bon, c'était un monsieur qui a beaucoup voyagé dans sa jeunesse. Et il nous raconte cette histoire pendant les vacances. On allait passer les vacances. Il me dit, lorsqu'il avait pratiquement 30 ans, il travaillait dans une boîte à Yaoundé. Il avait un ami et cet ami avait une manifestation au village. Il a demandé à mon grand-père de l'accompagner. Le monsieur en question, c'était un type de l'Est. S'il y a un village, je préfère taire le nom, mais les ressortissants de l'Est sauront de quel village il s'agit, parce que ces villages ont fait la une de certains journaux.
Alors, ils sont partis. Beau jour, mon grand-père a dit, bon, je ne fais rien, allons, je t'accompagne. C'était son meilleur ami. Hein. Mon grand-père a fait son sac. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés en soirée. Bon, on l'a accueilli, on a accueilli le monsieur. Curieusement, mon grand-père me dit que quand il est parti, il ne savait pas de quelle manifestation est-ce qu'il s'agissait. C'était le deuil, c'était le mariage, ou c'était de la manifestation. Bon, arrivé, lui s'est dit que c'est peut-être une truc de réunion familiale qui concerne les membres du village, un truc comme ça. Bon, ça arrivé, mon grand-père, il a dormi. Oui. Le lendemain matin, donc, mon ami, l'ami de mon grand-père explique à mon grand-père que la manifestation commence, la fête va se dérouler ce soir. C'est ce soir, donc on va rentrer demain. Bon, c'est en matinée que le monsieur l'avait expliqué ça à mon grand-père. Dans la matinée, donc, puisqu'il n'avait rien fait, il s'est assis là dehors, il voit des enfants jouer. Et des enfants venaient vers lui, il prenait, comme il avait fait son petit sac, les petits gâteaux, les pains, il les partageait. Il y a une maman, il donnait les sardines. Après, donc, une maman s'est approchée de lui, dit, mon fils, c'est comment? Essayez de parler. Donc, causé, dit que maman, ça va. Parce qu'il faut leur dire que mon oncle, c'était quelqu'un qui a également, c'était pas sa première fois d'arriver à la zone de l'Est. Donc, il parlait un peu le Manga et Wondo. Alors, le gars, la maman explique à mon grand-père, demande à mon grand-père que tu fais quoi ici? Mon grand-père explique que non, je suis venu accompagner un ami par rapport à la réunion familiale qui va se tenir tout à l'heure. La maman secoue la tête et dit, mon fils, la fête dont tu vois là, c'est toi qu'on va manger ce soir. Donc, la grand-mère a dit ça à mon grand-père comme ça en live, comme on dit souvent, c'est même pas que cacheterie direct. Bon, mon grand-père a pris ça pour une blague, mais la grand-mère a fait comprendre que tu sais, dans la vie, il y a certaines personnes qui affichent un comportement quand ils arrivent quelque part, et c'est ton cas. Je vois, tu as un cœur très large. Tu n'as pas des zones d'ombre dans ton cœur, un truc comme ça. La maman dit donc, la grand-mère dit donc à mon grand-père que comme tu vois là, ne tremble pas. Suis très attentivement ce qu'elle veut te demander de faire et fais ça. Et rien ne va t'arriver. Mon grand-père me dit que quand il a vu le sérieux du visage de la grand-mère là, il a commencé à trembler lui-même. La grand-mère a fait donc comprendre que le soir, parce que ça se passe souvent comment, lorsque on doit manger quelqu'un, ils vont avoir fait un repas le plus normal. Poisson, tout ce qu'il y a de plus normal. Maintenant, à une certaine heure là, le concerné sera boucané, un peu comme on voit dans les films là, comme on met la viande, on attache le soya. Donc, tout expliqué. La grand-mère dit donc que quand le moment de manger va arriver, tu dois être le premier à être servi. Donc, tu dois être le premier à être servi. Et dès que tu te sais, tu peux t'asseoir derrière. Donc, avant le début de la cérémonie, lorsqu'ils sont en train de faire le petit discours pour manger la nourriture la plus normale, tu dois être assis en première bande, donc tout le monde doit te voir. Tout le monde doit te voir. Donc il faut t'exposer un peu. Mais maintenant, quand tu vas être servi, tu peux t'asseoir derrière. Quand tout le monde sera concentré à aller manger, tu entres, tu prends tes choses, tu te casses. Mon grand-père a dit que maman, j'ai compris. À l'instant T, mon grand-père allait faire son sac. Il a tout fait, il a tout arrangé, ce qu'il est venu avec. Il a ouvert la fenêtre. Quand la soirée est venue, il a ouvert la fenêtre, il a laissé ouverte. Et le gars, il a fait exactement ce que la grand-mère a eu à dire. Il a laissé servir, tout le monde le voyait. Après, il allait s'asseoir. Après, il s'est éclipsé. Il a entré, il a poussé, après, il est sorti par la fenêtre. Il a entré en brousse. Mon grand-père dit qu'il ne sait pas où il partait, mais il est entré en brousse. Il a commencé à marcher. Marcher. Après 30 minutes, le gars entend comment les voix sont derrière lui. Il faut leur dire que mon grand-père était quelqu'un de très croyant.
Le gars, dans la marche, il se rend compte qu'on ne fait que se rapprocher de lui. Il marche. Il arrive dans un endroit où il y avait une espèce de pont. Le gars se rend compte que les gens sont à côté de lui. Il sort de la bourse, il se retrouve dans une piste, il commence à marcher, puis là, il vient se cacher en bas du pont. Les gens là sont derrière lui. Il suit les voies. Après, il dit que ces gens ont commencé à tourner dans les environs là. Tourner, là, ils suivaient leur voie. Il dit qu'il ne sait pas quel courage l'a amené. Essayer de voir les gens passer. Il dit que d'aucuns étaient sur le pont. Et il était en bas du pont. Alors le gars, il essaie de guetter. Il dit que lorsqu'il a sorti la tête, il voyait seulement la main de quelqu'un se balader. Dans la main. Il dit qu'il cherche à voir le corps, il ne voit pas le corps. Il voit, donc il ne voyait quasiment personne, que les membres. Donc c'était la main, donc c'était le pied. Les gens l'ont fait peut-être 15 minutes là, tourner, ils sont partis. Mon grand-père restait là. Après 20 minutes, il est sorti. Il n'a pu faire 15 minutes de marche, il est tombé sur une route, donc goudronnée. Le gars s'est mis là, à marcher au milieu de la route. Il y a une voiture qui est venue, s'est mis au milieu de la route. Il a fait le saut-top, le monsieur l'a porté. Quand il explique donc ça au chauffeur, le chauffeur dit: quoi? Tu ne connais pas d'où tu sors? Le cannibalisme là-bas, c'est encore d'actualité. Mais tu as fait comment pour t'en sortir? Il essaie d'expliquer, il dit que non, Dieu était avec toi. Bref, mon grand-père arrive dans sa maison, sa petite chambre à Yaoundé. Il est essoufflé, il n'arrive pas à croire ce qu'il arrive. 3 jours plus tard, il est couché comme ça un soir. Parce que depuis là, son ami n'était pas rentré. Il est couché comme ça un soir. Bim! La jambe tombe sur... Pas que la jambe, donc il a suivi un sac. Bim, quelque chose tombe au chevet du lit. Il sursaute. Quand il se retourne, il voit un ballot. Petit sac, manioc. Quand il va guetter, il voit la jambe. Il a dit, mais c'est pas possible. Il a pris peur. C'est donc après quelques temps, il est parti voir un monsieur. Il a expliqué, le monsieur l'a fait comprendre que non, mais tu es vraiment un gars béni. Hein? En réalité, l'ami avec qui tu es parti là, part été livré. Comme je t'ai échappé, c'est lui qu'on a pris. Et lorsqu'il devait faire ça, il devait recevoir un certain montant d'argent. Et c'est toi qui as aussi d'argent. Il a expliqué un truc comme ça. Mon grand-père, en réalité, n'a jamais dit ce qu'il a fait de cet argent, mais c'est pour dire quoi? Faites très attention avec les amitiés que l'on noue avec certaines personnes. C'est vrai qu'il y a certaines amitiés qui en valent la peine. D'autres, vraiment, ça ne vaut pas la peine de tisser certaines amitiés avec certaines personnes. Voilà. Ça ne vaut vraiment pas la peine, mes frères et sœurs, ça ne vaut vraiment pas la peine. Une autre histoire pour vous. Moi, je suis malienne, je suis au Mali. Donc, du coup, un jour aussi, un bon monsieur qui transforme aussi son petit garçon, son fils unique en argent. Donc, du coup, le monsieur rêvait avoir beaucoup d'argent avec facilité. Donc, après 10 ans de mariage entre lui et sa femme, il n'y a toujours pas eu d'enfant. Avec des traitements, Dieu faisant bien les choses, ils ont eu un petit garçon. Donc, le mari avait vraiment envie d'avoir de l'argent facilement. Donc, du coup, ils sont partis au boulot. Donc, vraiment, il a fait des rituels et tout. Dans sa maison, sa femme n'était pas au courant. Donc, l'enfant, il a transformé son fils unique en serpent dans une pièce fermée, dont la femme n'avait pas le droit de rentrer. Donc, la femme est revenue du boulot.
Et elle a demandé, elle est partie à l'école. On dit qu'ils n'ont, et les gens de l'école ont dit qu'ils n'ont pas vu l'enfant, ça fait bientôt une journée et tout. Donc elle est venue à la maison, elle a demandé son mari a dit non, et lui aussi n'a pas vu l'enfant et tout. Ils ont fait des investigations, ils sont partis à la police, ils ont mené des recherches. Or que le monsieur sait vraiment que c'est lui qui a transformé l'enfant et l'enfant n'est nulle part que dans une pièce fermée. Donc, ils sont partis à la police. La police n'a rien vu et tout. Continue à rechercher le bon petit garçon. Au final, la mère a dit que peut-être son enfant a été kidnappé et elle a perdu la vie. Et il a perdu la vie, autant pour moi. Donc, du coup, Dieu faisant bien les choses, le mari, en partant au boulot, a oublié de fermer la pièce dont l'enfant se trouvait là-dedans. Donc, la femme voit que la situation du mari change, il a beaucoup d'argent et tout. Donc, comme le monsieur a oublié de fermer la porte en quelque sorte, donc par curiosité, la femme a voulu rentrer dans cette pièce-là pour voir qu'est-ce que le monsieur gardait là-dedans. Au final, la femme est venue, elle a vu dans la chambre, effectivement, c'était son fils unique avec, après des longs traitements, après beaucoup de longs traitements, son fils que le monsieur a transformé en argent. Elle a crié, elle a pleuré, après elle a appelé la police. La police est venue chercher son mari et l'a aussi enfermé. La bonne dame est devenue folle au final. Waouh. Vous avez entendu ça? Bon, j'appelle d'Abidjan. Je voulais vous expliquer encore, vous raconter encore une deuxième histoire. Ça, c'est ma grande soeur, ma soeur aînée, qui est très, très, très chrétienne, très, très religieuse, qui m'a expliqué cette histoire-là. Parce que ça arrivait à un membre de leur communauté. Donc, je vous explique, c'est un monsieur assez chrétien qui vivait avec sa femme et ses enfants à Cocody, donc dans une commune d'Abidjan. Et il se trouve que leur maison, ceux qui connaissent bien Abidjan, Cocody Sikoji, les anciens quartiers de Cocody, avec Cocody Sikoji. Et à Cocody Sikoji, les maisons sont faites de terre sur les anciennes concessions. Là. Le toit est un peu ouvert. Il y a une ouverture comme ça dans le toit. Tout n'est pas fermé. Ce n'est pas des maisons fermées comme les villas de maintenant. Donc, ils vivaient dans la maison. Je crois qu'il y a une partie de la maison qui était louée. À côté de la maison, pas à côté de la maison, il y avait le voisin qui était un jeune étudiant. Un jeune étudiant, je crois, en fin de cycle, un truc comme ça. Et donc, le jeune habitait juste à côté de la maison. Et un soir, il dit qu'il avait l'habitude de faire des prières familiales. C'est-à-dire, tous les soirs, il s'asseye, il prie en famille, monsieur, madame et les enfants. Ils prient comme ça et puis ils vont se coucher. Donc, ce jour-là, le soir, la prière, ils ont été portés, on a prié, ils ont été portés à prier plus longtemps. Donc, ils ont prié. Et au moment où ils voulaient aller se coucher, ils entendent un bruit. Ils entendent boum, comme un voleur peut-être, ou un cambrioleur qui est tombé dans la maison. Donc, il dit qu'il n'avait pas fermé toutes les portes, puisqu'il s'apprêtait maintenant à aller dormir. Donc, fermer et puis aller dormir, c'était plus tard, c'était au-delà de minuit. Donc, presque 1h du matin, un truc comme ça. Ils avaient l'habitude de prier longtemps. Mais vraiment, ce jour-là, bizarrement, ils ont été portés dans la prière à prier vraiment plus longtemps. Donc, il va regarder, il dit à sa femme, ah, attends, je vais aller regarder, quelque chose est tombé. Je suis sûr que c'est quelqu'un, parce qu'il entendait les pas de la personne, vous voyez, dans l'encoignure de la porte de la cuisine. C'est-à-dire que vous voyez, la porte n'est pas fermée, mais dans l'encoignure, la personne s'est cachée derrière, et puis c'est comme si la personne fuyait, mais je ne sais pas, se cachait. Donc il est parti, il a regardé, il a commencé à crier, si tu es un voleur, sors ici, tout ça. Il n'entend personne répondre. Sors, sors, sors. Et il dit quelque chose, lui disait à l'esprit que ce n'est pas un voleur. C'est pas un voleur, c'est spirituel. Donc il menace la personne. Hey, ce que tu es venu chercher ici, là, sors ici. Si tu ne sors pas ici, là, on va demander à Dieu de descendre son feu sur toi là-bas. Sors. Donc la personne ne veut pas sortir. Donc il dit à sa femme, bon, on va continuer à prier. Fais coucher les enfants. Nous, on va continuer à prier. Les enfants sont allés se coucher. Ils ont continué à prier.
Et ils ont prié, puis jusqu'à ce que la personne, il voyait que la personne était en train de sortir un peu. Il a répété encore la personne. Je lui disais, interpelle encore la personne. Donc il interpelle encore la personne, dit sors ici. Donc il va quand même regarder, il coince, il va regarder. Parce qu'il avait un peu peur, hein, il pensait que c'était quelque chose. Bon. Il dit bon, sors. Et puis la personne commence à faire un pas. Donc quelque chose lui dit, tire la personne. Donc il regarde la personne, il voit que c'est une jeune fille qui était toute nue. Ah, mais qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu fous ici alors que j'ai fermé la porte d'entrée? Donc tu ne peux pas rentrer dans la maison comme ça. Tu es tombé par le toit. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te retrouves ici? Mais pour une fille, quand même la hauteur est grande, tu ne peux pas sauter comme ça. Peut-être un garçon, oui, mais pas une fille. Tu fais quoi ici? Elle ne parle pas. Il dit si tu continues, tu ne parles pas là. S'il t'a fait tomber là, il a demandé au Seigneur de faire tomber ça sur toi. Hein. Quitte là. Donc la fille, ça s'est dit vers 5 h du matin. Quand elle s'est rendue compte qu'elle était coincée, qu'elle ne pouvait plus bouger, il dit elle est restée dans le silence comme ça. Eux aussi, ils continuaient de prier. Donc c'est aux environs de 4 ou 5 heures que la fille a commencé à parler. Elle dit elle est étudiante en médecine, s'il vous plaît. Elle est étudiante en médecine à la faculté d'Abidjan. Elle est étudiante en 5e année, et puis en plus en fin de cycle, en 5e année de médecine. Et qu'elle est sorcière depuis qu'elle a 6 ans, depuis qu'elle est toute petite, elle est sorcière. Donc elle explique un peu, bon c'est un peu long, elle explique un peu les frustrations qu'elle a eues dans l'enfance et qui l'ont conduit dans la sorcellerie. Que c'est, je crois, un parent qui lui a donné à manger et qui l'a mise dans une confrérie. Donc elle est rentrée dans la confrérie et depuis elle a gravi en échelon en livrant les gens. Et il est arrivé une année, elle en avait marre, elle ne voulait plus continuer la sorcellerie. Elle est tombée sur son premier amour, donc un jeune homme. Donc elle tombe sur le jeune homme et le jeune homme la blesse, la trahit et la rejette. C'est-à-dire au bout de quelques temps, le jeune homme joue avec elle et puis la laisse tomber. Et ça ne peut pas se faire. Elle étant sorcière, ayant le rang qu'elle a eu dans la sorcellerie, elle ne peut pas accepter ça. Donc, quand elle venait là, elle venait pour tuer le jeune homme. Donc, le monsieur ne comprend pas. Il dit, mais aïe, dans ma maison, ici, il n'y a pas de jeune homme. Elle dit non. Je venais dans les airs parce que moi, quand je me transforme dans le spirituel, je suis en même temps un aigle et en même temps une panthère. Donc, avec mes griffes, je te frappe. Et quand je te frappe, que tu tombes là, je te broie avec mes crocs. Donc, le gars lui dit, ah, mais donc c'est qui tu es venu? Elle dit, à côté de chez vous là, votre voisin, c'est lui là que je suis venu tuer. Il dit, bon, il est très tôt le matin. Je vais toquer à sa porte, comme c'est notre voisin direct, comme c'est un jeune là. Parce qu'il disait que, ah si je raconte son jeune là, sans que tu ne sois là, moi je ne te connais pas, je ne connais pas ton nom. Lui peut-être s'il te voit, il va te connaître. En temps, il avait dit à sa femme de lui donner un pain, parce qu'elle était toute nue, donner un pain pour la couvrir. Donc il va appeler le jeune homme. Le jeune homme s'assied. Il dit au jeune homme que ah, il y a quelqu'un qui est ici qui veut te parler. Donc il explique au jeune homme, ah voilà, on s'apprêtait à aller se coucher. À cause de toi, on n'a pas dormi toute la nuit parce que voilà ce qui s'est passé. Donc, le jeune homme tout apeuré, il tremblait pratiquement. Il n'est pas chrétien, il n'est pas turc, il n'est pas religieux, il n'est pas bon, il ne fait rien. Il vit comme un mouton. Il ne se protège pas aussi, c'est vrai qu'il n'est pas dans les trucs des ancêtres pour dire que non, il se protège, il a un fétiche, mec, rien, il ne fait rien. Il vivait comme un poulet. Donc la fille était venue pour la battre, pour le tuer, pour l'achever. Un temps, elle disait qu'elle agissait déjà avec son nom, c'est-à-dire qu'elle faisait des pratiques avec son nom. De sorte qu'elle s'est associée avec lui, des membres de sa famille qui sont sorciers. Ils ont fait une alliance. Elle n'est pas parentale à lui, mais ils ont fait une alliance. Ils ont pactisé pour le tuer. Et le temps était arrivé pour que c'était elle qui devait l'achever. Oui. Effectivement, le jeune homme raconte qu'il avait plein de difficultés, ça n'allait pas. Même à l'école, ça n'allait pas. Il avait des fortes migraines. Rien ne passait. Il faisait des petits business à côté pour s'en sortir, mais rien ne passait. Lui, ses parents sont pauvres, donc vraiment, il faisait tout pour que tous ces petits business, il faisait en dehors de l'école, en dehors de la fac, là, ça ne passait pas. Donc on lui demande, tu connais la fille? Oui, je la reconnais. C'est une copine comme ça, une fille que j'ai eue comme ça. Je ne me rappelle même plus bien même de notre histoire là même. Parce que ça a duré. Elle dit, elle n'a pas oublié qu'il a blessé, il a froissé. Mais il fallait qu'elle achève. Donc voici le monsieur qui est chrétien qui lui parle, qui essaie de la raisonner.
qui lui dit que le fait que tu sois tombé ici veut dire que c'est fini. Voilà, tu es tombé, parce que ça a été surpris. Elle dit non, quand elle s'envolait, il y a un feu qu'elle ne connaît pas, un feu étranger qui l'a rejoint dans les airs là-bas, qui l'a brûlé. Donc ça fait qu'elle ne pouvait plus, elle est tombée. Donc elle s'est rendue compte que c'était... Elle s'est rendue compte que c'était trop. Elle n'a jamais vu ça. Elle n'en a jamais combattu, on n'a jamais pu la vaincre. Qui peut faire ça? Donc c'est pour ça qu'elle était cachée, elle n'avait peur de sortir. Parce que chez eux, si elle reste comme ça jusqu'à ce que le jour la trouve, c'est pas bon. Mais elle est restée là jusqu'au jour, rien. Donc elle s'est dit, bon, peut-être qu'elle est dans une maison spéciale. Donc l'homme qui lui dit, non, nous sommes chrétiens. Donc on veut te parler de Dieu, tout ça, il faut changer, il faut laisser tout ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Il faut donner ta vie à Dieu, tout ça, change de vie. Et la fille a commencé à pleurer. Bon, il est temps de lui parler. Puis ils lui ont dit, bon, on a fini de parler. Ce que tu veux faire de ta vie, là, tu es libre. Donc le jeune homme, quand il est parti, comme lui, il connaissait le jeune, il lui disait bonjour, bonsoir. Ils échangeaient quand même les civilités. Il a parlé au jeune, ah, cette fille-là, moi, je ne la connais pas. Je lui ai parlé, elle est partie. Peut-être qu'elle a accepté le pardon que je lui ai demandé. Peut-être qu'elle n'a pas accepté aussi ton pardon, je ne sais pas. Mais te voici face à ton destin. Il y a quelqu'un qui veut te tuer qui est là. Tu ne vas pas à l'église. Tu n'es pas quelque part. Tu n'es pas féticheur. Tu vis comme un poulet. Donc mon frère, il faut te réveiller. Choisis une voie. Et puis prends ta vie en main. Donc après ça, il me dit qu'après ça, ma soeur me dit pardon qu'après ça, le jeune homme a accepté de se convertir parce qu'il n'avait pas d'échappatoire. Il avait tellement peur. Il a accepté de donner sa vie à Dieu. Il a changé radicalement. Aujourd'hui, je vous parle, il est devenu prêtre. Il est devenu prêtre. Il a complètement tout laissé. Il s'est donné à Dieu. Il a continué ses études étant prêtre, puisque les prêtres étudient. Actuellement, c'est un prêtre. Voilà. Donc, c'était l'histoire que j'avais à vous raconter. C'est une histoire aussi qui doit servir de leçon. Les hommes, quand vous sortez avec les filles, vous brisez les cœurs des filles. Vous déchirez le cœur des filles. Vous ne savez pas à quel point briser une relation, mais coucher avec une fille et puis la rejeter après quelques années là. Quel impact ça peut aller avoir dans la vie des filles. Puis vous ne savez pas avec qui vous couchez. Vous n'êtes pas spirituel, vous n'êtes pas féticheur. C'est-à-dire que vous ne faites pas du fétiche, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes rien. Vous vous amusez comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas simples. Hein. Il y a des gens qui ont un esprit. Il y a des gens qui sont dans la sorcellerie. Il y a des gens qui sont mystiques profondément. Et je parle aux filles comme aux garçons. Si vous n'êtes pas prêt à vous marier, là, il y a des choses qu'il faut laisser. À moins que vous soyez bien assis. C'est-à-dire que quand il dit bien assis, soit tu fais ton fétiche, tu es bien assis dedans. Soit tu es chrétien et puis tu es bien accroché à Dieu. Et puis tu maries la femme que tu rencontres, mais tu maries l'homme que tu rencontres. Mais papillonner là, ce n'est pas bon. Papillonner là, ça peut tuer. Donc voici l'histoire que j'avais à raconter. Mes frères et sœurs, elle a dit quelque chose qui m'intéresse. Elle dit que cette sorcière-là est venue pour attaquer le gars parce que le gars a joué avec ses sentiments. Et le comble, c'est qu'elle a tissé une alliance avec les sorciers de la famille du gars pour l'achever. C'est triste. Vous devez vraiment faire très attention. Nous devons vraiment faire très attention. Là d'ailleurs, il y a beaucoup de mauvaises personnes qui cherchent à nous détruire. Méfiez-vous. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre bonne poids. C'est pas terminé. C'est parti.